En tout cas, je suis très heureux d'être là. Alors, 2 mots sur Pogo avant d'aborder la conférence. Pogo, c'est une toute jeune maison, puisqu'elle a très exactement 1 an et 3 jours. Pogo, c'est une maison qui appuie, qui aide les compagnies, les lieux, les entreprises du spectacle vivant dans 2 thématiques, la gestion et le management. Et en ce moment, on ne s'ennuie pas. Et auparavant, comme l'a dit David, j'ai été administrateur du Festival des Nuits de Fourvière pendant 16 ans. Et on va se demander ensemble, qui veut encore travailler dans le spectacle? Alors cette question, elle peut être étonnante, puisqu'il y a quelques années encore, le spectacle était un des secteurs d'activité les plus attractifs. Moi, j'ai commencé à travailler dans le spectacle en 98. Et je me rappelle très bien que dans ces années-là, on me disait « Tu veux travailler dans le spectacle ? Il va falloir te battre. Il va falloir te battre parce qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. » Et aujourd'hui, on est là, à se demander « Mais qui veut encore travailler dans le spectacle ? Où sont toutes les personnes qui se battaient il y a quelques années encore pour travailler dans le spectacle, pour travailler dans ce secteur d'activité? Où sont-elles ? Ah bah mince alors, il n'y a pas que dans le spectacle, on dirait. Tension sur le marché de l'emploi, pourquoi les entreprises n'arrivent-elles pas à recruter? Attractivité des métiers, 6 mois pour recruter un travailleur social. On dirait que c'est dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Alors, c'est dans tous les secteurs d'activité, et puis c'est peut-être dans le monde entier la même situation. Ce que vous avez ici, c'est la courbe des démissions aux États-Unis. Alors un phénomène qu'on a appelé The Big Quit, vous en avez sans doute entendu parler. Ce que vous voyez ici, c'est le début de la crise Covid. Donc début de la crise Covid, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on a une chute du nombre de démissions aux États-Unis. Et puis, dès que la pandémie se termine et que les activités reprennent, la courbe s'envole et va atteindre des niveaux qu'on n'a jamais vus. Aux États-Unis, il y a 38 millions d'Américains qui ont démissionné au cours de l'année 2021. 38 millions. C'est assez vertigineux, c'est plus que la population active de la France. En une année. Alors les plus impactés, c'est les grandes entreprises, c'est le bâtiment, c'est l'industrie manufacturière, c'est les services. Mais globalement, tout le monde est impacté. C'est à peu près à cette époque où on a des trends Google qui sont tout à fait intéressants. Les trends Google, vous savez, c'est les questions qu'on pose le plus sur Google. Et à cette époque-là, aux États-Unis, les questions qu'on pose le plus sur Google, c'est comment démissionne-t-on le plus vite possible? Comment être licencié? Puis-je démissionner par mail? C'est une histoire vraie. Ce n'est pas inventé. Cause de la grande démission aux États-Unis, 89% des personnes qui ont démissionné parlent d'épuisement professionnel et de manque de considération de la hiérarchie. 38 millions de personnes. Heureusement, on n'est pas aux États-Unis. Oh là là, mais c'est pareil chez nous. C'est les chiffres de l'INSEE, de la DARES plus exactement. Début de la crise Covid, et on a la courbe qui s'envole également de notre côté, avec un nombre de démissions qui n'est pas un nombre de démissions record pour la France, ce qui permet à la DARES d'être un tout petit peu plus rassurante qu'aux États-Unis, et de dire notamment qu'on a déjà connu une situation comme celle-ci en France, et que c'est une situation qui est propre aux crises. C'est-à-dire qu'après une crise, ici, là, c'est les crises pétrolières, sauf erreur. Après les crises, les démissions s'envolent, parce qu'on a un phénomène qu'on appelle le chômage frictionnel, qui fait qu'il y a énormément de personnes qui vont quitter leur emploi, donc laisser des postes vacants, et ouvrir du coup la brèche à des mouvements. Et ces mouvements de main-d'œuvre vont être plus ou moins longs, on trouve plus ou moins vite un emploi, et ça c'est un chômage naturel qu'on appelle le chômage frictionnel.
Donc la France connaît à peu près la même situation. Mais heureusement, dans le spectacle, on est sans doute protégé. Comme je le disais précédemment, c'est un des secteurs d'activité les plus demandés, les plus attractifs. Eh bien, pas du tout. Et c'est la grande surprise du secteur. Puisqu'on le découvre, en fait, en 2021, on avait entendu parler, quoi on savait bien évidemment, ce phénomène de Big Quit. On le connaissait. Mais on ne pensait pas qu'il toucherait le monde du spectacle. Quelle erreur. Aujourd'hui, on parlera des chiffres tout à l'heure, on parle d'une chute de main-d'œuvre dans le domaine du spectacle, dans le secteur du spectacle, de l'ordre de 15%. Donc ici, on est à 2,7% de la population active en démission, ce qui voudrait dire qu'on serait un des secteurs professionnels les plus touchés par ce phénomène-là. Donc on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Et puis ensemble, ce soir, moi je vous propose qu'on va sauver le secteur du spectacle et on va trouver des solutions. Ouais, c'est bien ça. Et puis même, peut-être qu'on va essayer de comprendre des choses pour tous les secteurs d'activité. On va voir, peut-être que c'est le spectacle qui nous livrera quelques clés sur ce phénomène massif de Big Quit ou de perte d'attractivité des secteurs. Alors avant ça, on va regarder un peu le secteur du spectacle. À quoi ça ressemble? C'est 21 000, 22 000 employeurs. 22 000 employeurs avec un secteur à deux visages. On a un secteur dit de spectacle vivant subventionné. C'est les théâtres publics, c'est les compagnies conventionnées. Et un spectacle vivant privé. C'est le spectacle de variété, c'est les spectacles des Zéniths, c'est les spectacles de la Tenue Garnier à Lyon. Et c'est deux secteurs professionnels qui ne se parlent pas beaucoup. Ce n'est pas les mêmes économies, ce n'est pas les mêmes logiques de travail. Ce qui explique déjà peut-être une difficulté propre à notre secteur. C'est que le secteur du spectacle n'est pas un secteur du spectacle, mais deux secteurs du spectacle. Un secteur très attractif, je le disais tout à l'heure, et les chiffres le montrent. En 17 ans, plus 71% d'employeurs. On passe de 12 000 employeurs à 21 000 employeurs. 80% de ces employeurs sont sous statut associatif et la plupart d'entre eux se situent dans les métropoles, Lyon, Marseille, Paris, évidemment. Le spectacle, c'est 220 000 salariés. On est sur des chiffres 2017. Pas de chiffres, pour l'instant, plus précis. On est sur des chiffres 2017, la source, j'aurais dû la préciser, vous la voyez ici, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous. C'est Audience qui est notre caisse de retraite, la caisse de retraite du monde du spectacle et de prévoyance, et c'est aussi notre observatoire du spectacle. 220 000 salariés, dont 158 000 CDDU. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là? Les CDDU, c'est les intermittents du spectacle. On a 160 000 salariés en CDDU, 45 000 salariés en CDD, et les CDI représentent à peine 15% du secteur d'activité. C'est un chiffre à garder en tête pour la suite de la conférence. Un secteur ultra attractif en 17 ans, plus 46% de salariés. Encore une fois, le secteur est un des secteurs les plus moteurs, un des plus attractifs, jusqu'à la crise Covid, où tout s'inverse subitement. Les catégories professionnelles, on va en parler après, mais on a trois familles de spectacles. On a les artistes, on a les techniciens et on a les administratifs. Dans les postes en CDI, c'est principalement des administratifs, c'est-à-dire qu'on va retrouver tous les métiers qu'on retrouve dans les entreprises classiques, des comptables, des chargés de communication, des secrétaires, etc., etc. On a une population plutôt jeune, et ça aussi, c'est à garder en tête, puisque la moitié des salariés employés dans le secteur du spectacle ont moins de 37 ans,
une population plutôt d'hommes, tout simplement parce que dans la population de techniciens, il y a une surreprésentation des hommes, c'est 82% des techniciens qui sont des hommes. Une surreprésentation de petites structures. Hop, on voit ça ici. 60% déclarent moins de 11 salariés. 15% déclarent moins de 1 salarié, pardon. Et donc on a la stat ici qui est la plus claire. 93% des employeurs emploient moins de 11 salariés. Ce qui veut dire que 93% des employeurs du secteur n'ont pas de CSE, n'ont pas de partenaires sociaux. Ce qui veut dire que le dialogue social dans notre secteur d'activité, qui, je le rappelle, n'est pas un secteur unique, mais un secteur à deux visages, le privé d'un côté et le public de l'autre, et pas des plus battants. Je le disais tout à l'heure, 3 familles de métiers. On a nos techniciens, on a nos emplois d'administration, et on a les équipes artistiques. Les équipes d'administration sont très faibles, 39 000 salariés pour 220 000 employés du secteur. Ce qui implique déjà, et ça aussi c'est à garder en tête, qu'on est un secteur sur lequel les services supports sont très faibles. Services supports, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui vous aident au quotidien, dans votre activité. C'est les gens qui font votre paye, c'est les gens qui prennent vos rendez-vous, c'est les gens qui vous épaulent. Service support, ça porte bien son nom. Un petit historique, ces métiers des services supports, les métiers de l'administration du spectacle sont des métiers qui ont commencé à exister à la fin des années 90. Auparavant, c'était très faible. Une petite stat qui m'amuse toujours beaucoup. En 1970, à l'Opéra de Paris, il y a 600 personnes qui travaillent à temps plein. À votre avis, le service administration sur ces 600 personnes, enfin, à main levée, combien pensent que c'est plus de... Alors, allez, on va faire comme ça. Plus de 15. Plus de 10. Plus de 5. Allez, c'est ça, ils étaient 7. Pour s'occuper, en 1970, pour s'occuper de 600 personnes à l'Opéra de Paris, les administratifs, c'était 7 personnes. Tout simplement parce que ces métiers n'existent pas. Ces métiers existent très tardivement. Le secteur, il se construit comment? Il se construit autour d'un artiste. Tout part du plateau. C'est une phrase qu'on dit souvent dans le secteur d'activité. Tout part du plateau. C'est-à-dire que tout part du projet artistique. Il y a d'abord un artiste et des techniciens. Ils créent ensemble. Et ensuite, quand ils commencent à grossir, ils vont avoir besoin de services supports. Et ces services supports viennent dans un second temps. Ils viennent dans un second temps du projet. Et c'est sans doute ce qui explique pourquoi ces services supports sont si faibles. Alors la crise, on en parle, elle a quel impact dans le domaine du spectacle? Ça, c'est les chiffres. Alors je vais les décrypter, n'ayez crainte. C'est les chiffres des... c'est les effectifs du spectacle. Des effectifs récents, puisqu'ils datent de 2022. Je vous disais tout à l'heure que c'est des chiffres sur lesquels on a très peu de recul et on sait très mal les lire. Ce que vous voyez ici, c'est le nombre de salariés, c'est la courbe bleue. Et en juillet 2022, on peut tout à fait arriver à la conclusion qu'il n'y a aucune crise d'attractivité. Puisque comme vous pouvez le voir avec ce pic, on n'a jamais eu autant de monde qui travaille dans le spectacle en juillet 2022. C'est encore une fois des statistiques audience. Donc pourquoi les remettre en question? Elles sont rigoureusement exactes. Comment expliquer cet afflux de personnes? Tout simplement parce que on est dans une phase post-Covid, et vous avez tous suivi ça. Suite à la crise Covid, les spectacles ont été annulés, puis se sont reportés. À l'été 2022,
on a un embouteillage de spectacles. C'est des reports de reports de reports. Et on n'a jamais eu autant de spectacles tous les soirs de la semaine. Les festivals n'ont jamais été aussi nombreux. Et sur toute cette période-là, on a en fait l'embouteillage des spectacles du report lié au Covid. Et on voit que la main-d'œuvre, on la trouve. Et d'ailleurs, vous n'avez pas tellement entendu parler d'annulation liée à un problème de main-d'œuvre. Donc, les gens étaient là. Sauf que ces stats, il faut les lire avec un regard terrain. Et je vais expliquer. On a ces stats-là, et puis à côté, on va en prendre quelques autres. On a par exemple une stat qui vient de notre principal outil de recherche de salariés. C'est un site qui s'appelle Profil Culture. Et si vous avez envie de travailler dans le spectacle, vous êtes forcément passé par ce site-là. Profil Culture, c'est vraiment le lieu de passage où les employeurs déposent leurs annonces et où les postulants répondent. Profil Culture nous dit qu'actuellement, il y a effectivement plus d'annonces, mais il y a moins 30% sur les réponses. Moins 30%. Une autre statistique, AFDAS. L'AFDAS, c'est notre OPCA, alors OPCO plus exactement. L'OPCO, vous savez, c'est celui qui gère les fonds de la formation. Et l'AFDAS nous dit qu'actuellement, les demandes en formation, c'est moins 20%. Et puis après, il y a la réalité de terrain. Et on constate dans les théâtres qu'aujourd'hui, les recrutements sont excessivement compliqués. Pas de CV, nulle part, pas de demande. Quelques exemples. La scène nationale de Bourg-en-Bresse recrute son directeur administratif. Nombre de CV reçus, 1. La MC2 Grenoble, que vous connaissez fort bien, recrute son administrateur depuis longtemps et ne le trouve pas. Les Transmusicales de Rennes, un des principaux festivals de ce pays, a cherché longtemps son administrateur pour très peu de candidatures valables. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, on pourrait continuer comme ça. Je vous invite, on aurait pu faire le test tout à l'heure, je vous invite à aller jeter un œil, si vous voulez être convaincu, au site Profil Culture, et regardez le nombre d'annonces urgentes. Il y a plus d'une trentaine d'annonces urgentes aujourd'hui, de lieux qui ne trouvent plus comment recruter leur cadre, principalement. Ce qui se passe en fait, c'est que ces statistiques ne nous donnent pas un élément qu'on n'arrivera pas à avoir avec des courbes. C'est le départ des seniors et l'entrée des jeunes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le secteur du spectacle, et sans doute ailleurs également, ce qui se passe, c'est que les profils qualifiés, les profils formés, les anciens sont partis et sont remplacés par des personnes qui sont moins qualifiées, voire pas qualifiées du tout, puisqu'il faut que les spectacles se montent et que les spectacles jouent. Une statistique que moi je trouve très parlante. Le festival des Nuits de Fourvière, en 2021, nombre d'accidents du travail, 0. En 2022, période dans laquelle les recrutements ont été compliqués, plus d'une vingtaine. Tout simplement parce que les personnes qui prennent ces postes-là ne connaissent pas l'outil de travail, sont moins bien formés, sont des entrants, et ils remplacent des départs de personnel qualifié. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi on a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée? Et pourquoi on n'arrive pas à recruter des personnels en permanent, des CDI? On va en parler après. Tout d'abord, on a eu cette statistique tout à fait étonnante qui est arrivée en avril 2021.
Très sincèrement, cette statistique en avril 21, quand j'en ai pris connaissance, je me suis dit immédiatement, le sondage est faux. C'est un sondage qui vient de la Commission paritaire nationale emploi, formation, spectacle vivant, c'est nos partenaires sociaux qui se réunissent à Paris et qui, en plein milieu de la crise, ont lancé un sondage pour les métiers artistiques, pour les métiers techniques, pour les métiers administratifs. Et la question était la suivante: pour faire face à la crise, envisagez-vous de chercher un travail hors du spectacle vivant? Et je vous laisse prendre connaissance des chiffres. Métiers artistiques, 76% envisagent cette recherche hors du secteur comme une solution d'attente. 53% disent oui, c'est déjà fait. 53% des personnes qui sont donc installées dans le secteur sur le plan artistique disent moi je suis déjà dans une logique de départ. 40% des métiers techniques disent moi je suis déjà dans une logique de départ. Et nos métiers service support, c'est 55%. 55% des personnes qui gèrent aujourd'hui ce secteur d'activité, en avril 2021, disaient moi je m'en vais. Crise de la main-d'œuvre qualifiée, départ des plus capés, des plus expérimentés. Et crise de la permanence. Vous avez ici une déclaration de Jean-Jacques Monnier, directeur technique du TNS, que j'ai interviewé dans le cadre d'un article concernant justement l'attractivité des métiers du spectacle. Et qu'est-ce qu'il nous dit Jean-Jacques Monnier, qui est directeur donc, du Théâtre National de Strasbourg, qui est un des 5 plus grands lieux de France dans le domaine du théâtre? Les difficultés de recrutement sur des postes permanents sont une réalité du secteur depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, la situation est devenue très préoccupante. Au TNS, nous avons ouvert un poste de régisseur accessoiriste en CDI. Nous n'avons reçu aucune candidature. Nous avons été contraints de réaménager la fiche de poste et nous avons fini par recevoir 2 CV. On reviendra sur ce sujet, mais sur un certain nombre d'emplois, les postes en CDI sont en concurrence avec l'intermittence du spectacle. Pourquoi on en arrive là? Avant de chercher des solutions, on va se demander pourquoi. Je postule, et c'est mon avis. Donc il n'y a rien de scientifique là-dedans, hein, je l'assume. Il y a 2 raisons. Il y a tout d'abord une crise du management dans notre secteur d'activité. Et puis il y a une crise du modèle vocationnel. Alors une crise du management, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, qu'il y a un rejet de cette notion de management. Et quand je parle de management, je parle d'organisation du travail, je parle de circulation de l'information, je parle de structuration des métiers, je parle d'une approche où on va s'intéresser à comment on travaille ensemble. Il y a une confusion entre le leadership et le management, je reviendrai là-dessus. Une absence de formation des directeurs et des directrices de lieux. Une apparition tardive des services supports, j'en ai parlé un peu, mais je vais revenir sur cette question. Et une forte exposition de notre secteur aux risques psychosociaux. Le rejet du management, il a été théorisé par une sociologue assez brillante, je dois bien dire, qui s'appelle Eve Chiapello, et qui a écrit un bouquin que vous pouvez tout à fait trouver, qui s'appelle Artiste versus Manager. Et Eve Chiapello, elle postule que les métiers du spectacle sont nés des traditions corporatistes. Et que les artistes, comme les techniciens, viennent tout d'abord de ces métiers-là, viennent tout d'abord de ce monde-là. Que ce monde-là s'est trouvé au début du 19e en but avec les logiques bourgeoises, en confrontation. Et elle postule que les managers, aujourd'hui, portent et véhiculent les valeurs de la bourgeoisie. Et se retrouvent en confrontation permanente avec les artistes. Et pour ça, elle
elle présente ce tableau avec d'un côté les managers et les valeurs qu'ils portent, de l'autre côté les artistes avec les valeurs qu'ils portent. Face à la sensibilité, la rationalité du manager. Face à l'imagination, le calcul. Face à la singularité, la standardisation, etc., etc., etc. Face à l'art pur, le profit. Je ne suis pas persuadé, alors que je travaille dans ce secteur d'activité, de me retrouver totalement dans ce tableau-là. Je ne vous le cache pas. Néanmoins, j'ai la sensation que même si je ne me retrouve pas toujours dans la position ou dans les valeurs qui sont listées ici du manager, j'ai parfois l'impression que c'est ce qu'on me renvoie. J'ai parfois l'impression que c'est toujours ce qu'il y a dans la tête des artistes, des techniciens, d'un certain nombre de directeurs et de directrices. Ce qui veut dire par là que il y a une forme de rejet, je crois sincèrement, pour travailler tous les jours dans ce secteur d'activité et pour accompagner tous les jours des directeurs et des directrices. Il y a une forme de rejet de ce mot, le management, et de tout ce qu'il y a derrière. Pour moi, ce qu'il y a derrière, il n'y a rien de tragique. Pour moi, c'est bien travailler ensemble. C'est tout. Mais je crois qu'on ne véhicule pas nécessairement toujours ça. Un exemple, j'intervenais cet été à Avignon dans un colloque sur l'attractivité du spectacle. Un colloque dans le cadre de l'Agence nationale de la recherche. Et à un moment, alors qu'on préparait la conférence, il y a un universitaire qui m'arrête et qui me dit « Écoutez, ça m'ennuie que vous parliez de management. Ne peut-on pas plutôt parler d'organisation du travail ?» Ce à quoi j'ai répondu non. On va parler de management et justement, on va mettre les pieds dans le plat. Et on va affirmer que travailler sur ces questions de bien travailler ensemble, ce n'est pas nécessairement bourgeois. Voilà. Aujourd'hui, on en est toujours un peu là. Deuxième point, sur cette crise du management, c'est une confusion entre le leadership et le management. Le leadership, alors c'est un concept un peu... on met les mots anglais des fois pour trouver... Ça fait mieux, ça fait plus mieux. Le leadership, c'est la qualité d'être un bon chef. Et je crois que dans le secteur du spectacle, on a des très bons chefs. On a des très bons leaders. On a des gens qui nous emportent. On a des gens qui nous montrent une direction, qui nous montrent un cap, et qui nous disent on va y aller ensemble. Et c'est ce qu'on demande à des leaders. On ne demande rien d'autre, à vrai dire. Presque rien d'autre. Mais un bon leader, il doit en général s'accompagner de quelqu'un qui va, comme dans un bateau, un bon capitaine, il s'accompagne d'un bon second et de bons matelots. Et on y va ensemble avec des méthodes de travail, avec une organisation. Et ça, c'est plutôt le boulot du second. C'est plutôt le boulot du manager. De dire, on vous a entendu chef, on vous a entendu capitaine, et on va y aller ensemble, et je vais faire bosser les gens. Le leader, il définit le cap, il définit le pourquoi. Et le manager, il définit le comment. Et on a des leaders qui sont tellement bons dans ce secteur d'activité que souvent, on s'en arrête là. Et on a des équipes qui suivent les chefs, qui suivent le directeur ou la directrice, sans nécessairement de méthode de travail. Et ça fonctionne. Ça fonctionne un temps. Ça fonctionne jusqu'à ce qu'on s'abîme, en fait. Parce que les équipes s'abîment. Mais il y a cette confusion entre leadership et management dans notre secteur d'activité. La troisième raison, c'est l'absence de formation des directeurs et des directrices, et ça, ils et elles le disent, mais pas trop fort. Ils et elles le disent en disant moi, j'ai jamais été formé au management, j'ai jamais été formé à l'organisation du travail. Moi, je sais pas organiser une réunion. Je sais juste parler aux gens, et j'ai ce charisme, j'ai cette flamme qui fait que ça marche. Oui, absolument. N'empêche qu'une réunion bien organisée, c'est bien aussi. Et ces personnes-là, ces directeurs et ces directrices nous disent à la fois je ne suis pas formé, mais en même temps je ne veux pas trop montrer que je me forme. Parce qu'il y a une forme de pudeur et il y a une idée, encore une fois,
qui est de dire moi je suis un leader. Et si je me forme, je montre que je ne suis pas bon en tout. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, n'a pas encore été compris, c'est que les bons leaders affirment leurs faiblesses et travaillent dessus. Mais aujourd'hui, on a une génération de directeurs et de directrices qui ne sont pas formés au management, qui ne sont pas formés à l'organisation du travail, qui emmènent leurs équipes, tout en disant « bon, je ne sais pas trop faire, on va voir si je me forme ou pas, et on n'y est pas encore ». On l'a dit tout à l'heure, les services supports sont sous-staffés. Ils arrivent tardivement dans le secteur d'activité. Ils arrivent tardivement dans le secteur d'activité, ils ne sont pas souvent très bien considérés. Ils sont souvent porteurs de ces valeurs bourgeoises. En tout cas, on leur renvoie cette idée-là. Et aujourd'hui, surtout dans la crise Covid, c'était les personnes qui étaient sur le pont. C'était eux qui étaient là pour gérer les payes. Il n'y avait plus de plateau, il n'y avait plus de technique, il n'y avait plus d'artistes. Par contre, les services supports continuent à travailler. Et c'est les premiers qui ont été impactés par la crise. C'est-à-dire, c'est les premiers qui sont partis en disant cette phrase que j'ai beaucoup entendue quand je suis allé interroger des personnes qui quittaient le secteur d'activité: j'ai trop donné. Et puis, en dernier lieu, on a cette question-là, cet élément-là, qui pour moi est le plus important, c'est une forte exposition aux risques psychosociaux. Alors, est-ce que ça vous parle, les risques psychosociaux? Les risques professionnels, ça vous parle. Une chute de hauteur sur votre lieu de travail, c'est un risque professionnel. C'est un accident du travail, il y a un risque professionnel. Le risque étant le risque de chute de hauteur. On a inventé en 2006, on a créé une nouvelle catégorie de risques professionnels qui sont les risques psychosociaux et qui sont les risques pour la santé mentale et sociale des salariés en raison de leurs conditions de travail. Les risques psychosociaux, ils ont été très bien définis par le rapport Golac, qui date de 2011. C'est un rapport qui a été mis en place, qui a été demandé par le ministère du Travail à l'issue des épisodes tragiques de suicide sur le lieu de travail chez Orange. Et le rapport Golac, il définit 6 risques psychosociaux. L'intensité du travail, l'exigence émotionnelle, le manque d'autonomie, les rapports sociaux dégradés, les conflits de valeurs, l'insécurité de la situation de travail. Alors l'intensité du travail, le secteur du spectacle y est très exposé. L'intensité du travail, ça veut dire travailler parfois beaucoup et parfois pas beaucoup. Ça veut dire travailler la nuit, ça veut dire travailler le week-end. Et le secteur du spectacle vivant est exposé à tous ces risques psychosociaux. Le second risque, c'est l'exigence émotionnelle. L'exigence émotionnelle, c'est un risque psychosocial qu'on va retrouver dans tous les métiers qui sont exposés au public. C'est l'obligation de devoir mettre un mouchoir sur ses émotions, de ne pas les exprimer, de ne pas pouvoir dire à la personne qui est en face de vous et qui est un peu véhémente ce que vous pensez vraiment de son attitude. Tout ça, c'est un risque psychosocial auquel le spectacle est exposé, notamment les artistes, puisqu'en fait, ils y sont très exposés à travers les critiques de leurs œuvres et de leur travail. Le manque d'autonomie, c'est la capacité ou la difficulté qu'on va avoir dans le spectacle vivant, peut-être en raison de ce manque de formation, à déléguer. Et c'est vrai qu'on délègue peu ou mal dans ce secteur d'activité, parce qu'on n'a pas appris à le faire. Et l'autonomie est une vraie question. Comment on va rendre un collaborateur autonome et comment surtout on va encadrer cette autonomie, comment on va l'accompagner. C'est-à-dire que la délégation, ça ne consiste pas à dire vas-y fais ça et débrouille-toi. Ce qui est parfois ce qui se passe dans notre secteur d'activité. Les rapports sociaux dégradés, on va en parler juste après avec quelques exemples. Et les conflits de valeurs, c'est la difficulté à pouvoir faire du bon travail. On a tous besoin de faire du bon travail.
Et pour pouvoir faire du bon travail, il faut déjà pouvoir savoir quel est le niveau d'exigence attendu. Et ça, c'est une vraie difficulté que nous avons dans notre secteur d'activité. On ne sait pas dire ce qu'on attend de nos collaborateurs. C'est-à-dire que les collaborateurs vont travailler sur un niveau d'exigence qui sera le leur. Et puisqu'on a des collaborateurs très investis, et on va parler après, dès lors qu'on parlera du modèle vocationnel, on a des collaborateurs qui s'abîment. Enfin, l'insécurité dans la relation de travail, c'est la peur de perdre son emploi. La peur de perdre son emploi, tous les intermittents du spectacle que vous connaissez, si vous en connaissez quelques-uns, vont vous en parler. C'est-à-dire que même s'ils travaillent énormément, la crainte de ne pas trouver le prochain contrat, c'est ce qui les empêche de dormir, tous. Il n'y a aucun intermittent de spectacle que je connais, même ceux qui travaillent énormément, qui ne me disent pas moi, le prochain contrat, je ne sais pas s'il va exister. C'est une crainte irrationnelle, souvent, mais c'est une crainte qui est toujours dans leur tête. Donc encore une fois, les risques psychosociaux, le secteur d'activité y est très exposé. Là, ce que vous avez là, c'est des verbatims que je vais vous laisser lire, qui viennent d'une chercheuse grenobloise, formidable, qui s'appelle Micha Ferrier-Barbu. Si vous avez une conférence de Micha Ferrier-Barbu à la Capi l'année prochaine, venez. Vous allez passer une bonne soirée. Elle a fait un travail, elle, sur la question de la gestion des ressources humaines dans le secteur de la culture, et elle a été effarée par justement cette question de l'exposition aux risques psychosociaux. Travailler dans la culture, c'est un côté valorisant, c'est un travail patient. Alors, on ne se sent pas légitime d'être dans la critique. Il me semble que la vision extérieure, alors c'est pas Micha Ferrier-Barbu évidemment qui dit tout ça, ça c'est des personnes qu'elle a interviewées. Et des pages comme ça, vous en avez des dizaines dans cet ouvrage qui s'appelle La gestion des ressources humaines dans le secteur de la culture. Ce que vous lisez ici, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est-à-dire que c'est un secteur qui est tellement valorisé que vous ne pouvez pas dire « En fait, je suis en souffrance sur mon poste de travail ». Maintenant, vous avez énormément de chance, vous pensez de travailler dans ce secteur d'activité, puis comme je le disais il y a quelques minutes, c'était encore jusqu'à très peu de temps un des secteurs les plus attractifs. Alors quand vous vous plaignez, quand vous dites en fait moi c'est difficile pour moi, on vous dit non, t'as pas le droit de dire ça. On se sent coupable de parler de ses conditions de travail. J'ai effectué énormément d'heures, je me suis senti essoré, sans reconnaissance. J'ai demandé le paiement d'une partie de mes heures supplémentaires, ça a été très difficile, nous sommes tous sous pression. Je le comprends parfaitement, la hiérarchie, comme nous. La question de la rentabilité des produits éditoriaux, c'est dans la culture, donc pas dans le spectacle, et à prendre en compte, etc., etc. Et celui-ci me plaît beaucoup. Je tiens à dire que le secteur de la culture, contrairement à ce qu'il dit, n'est pas si spécifique que ça. On estime que le droit ne s'applique pas exactement qu'on peut l'adapter, etc. Mais l'adaptation, c'est la convention collective. Quelque chose qu'on oublie souvent dans le secteur du spectacle, c'est que, encore une fois, on a un code du travail. J'anime de manière régulière depuis 2018 une rencontre sur la prévention des risques dans le secteur du spectacle. Et en 2018, on a une intervention de la salle qui était tout à fait effarante. C'était un scénographe qui posait la question à des inspecteurs du travail sur comment peut-on faire pour ne pas appliquer le code du travail. Parce que comprenez-vous, expliquait-il, on ne peut pas créer si on applique le code du travail. Donc on a quand même essayé d'expliquer qu'en fait non, les deux sont compatibles, et le code du travail, et les conventions collectives, et les questions de création. À la dernière réunion de tout le personnel sur les nouveaux recrutés, il y a 2 qui sont partis en pleurs. Certains sont partis à bout, d'autres très fâchés. On est dans un système de management par la peur, pour les raisons que je viens d'évoquer, trop prétentieux, trop d'ego, trop d'affect qui empêchent de travailler efficacement. Voilà, dans la culture, les relations sont assez affectives, je vous laisse prendre connaissance de tout ça.
et de ces verbatims qui montrent pour moi qu'on est sur un secteur d'activité qui est très exposé aux risques psychosociaux. Je peux aller trop vite? Tout va bien? Donc, crise du modèle managérial, il faudra sans doute qu'on l'invente. Et puis, crise du modèle vocationnel. C'est quoi le modèle vocationnel? C'est le fondement de notre secteur d'activité. C'est là-dessus qu'il s'est construit. 2 citations de 2 sociologues. Nathalie Heinisch et Gisèle Sapiro, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. Avoir une vocation, c'est au sens strict du terme se sentir appelé à exercer une activité vécue, dès lors non comme un calcul d'intérêt ou comme obéissance à des convenances ou des obligations, mais comme un désir personnel intérieur. Embrasser une carrière pour laquelle on se sent fait, à laquelle on se sent destiné. On reviendra là-dessus parce que c'est essentiel, je crois, pour comprendre la crise de notre secteur d'activité. Et puis on a cette phrase de Gisèle Sapiro: la conception vocationnelle de l'art suppose un investissement total, souvent manifesté à travers la souffrance corporelle, morale, etc., qui vise à se distinguer de l'exécution routinière des tâches prédéfinies, qu'il s'agisse de l'artisanat, de l'académie, de la bureaucratie. Et je vous invite aussi à faire le lien avec ce qu'on a dit précédemment sur la confrontation entre les logiques bourgeoises, ou prétendument bourgeoises, et la façon dont les artistes perçoivent les choses. Ce don de soi apparaît comme désintéressé parce qu'il se fonde sur le renoncement au profit temporel et à la prise de risque liée aux aléas de la carrière. Mais c'est dans l'espoir de bénéfices symboliques différés. Reconnaissance, renom, gloire. Crise de modèle vocationnel, crise de la vocation ou crise de l'engagement. Et je pose la question parce que je travaille avec beaucoup de jeunes gens dans le domaine du spectacle. Parce que j'enseigne à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre qui se situe à Lyon et non pas à Paris. Et on a une lecture tout à fait différente de l'engagement selon les générations. Quand je parle d'engagement avec des générations dites X, donc c'est la mienne, ou boomer, celle d'avant, on est sur une définition qui est très proche de celle de Gisèle Sapiro. Et c'est comme ça que je vois, ou que j'ai vu longtemps, l'engagement dans le spectacle. C'est un don de soi. Et le spectacle s'est construit sur un déséquilibre entre contribution, entre la contribution, ce que je donne, mon temps, par exemple, mon énergie, mon enthousiasme, et la rétribution, ce que j'en retire. Pourquoi un déséquilibre? Parce que ce qu'on cherche dans le spectacle, c'est ces choses-là. C'est les bénéfices symboliques, où on les a cherchés longtemps. C'est-à-dire le plaisir de travailler avec un artiste, le plaisir de travailler au contact d'un projet qui est motivant, le bonheur d'aller travailler le dimanche pour recevoir des spectateurs à 10h du matin. Et ça faisait partie, je crois, depuis longtemps en tout cas, d'une forme de rémunération. C'est-à-dire qu'on parle encore une fois, et ça c'est la sociologie des organisations qui l'apprend, on parle d'un couple rétribution-contribution. Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin pour aller travailler? Pourquoi je vais contribuer? Quelle est la forme de rétribution qui fera en sorte que je trouve un équilibre à cet endroit-là? Et dans le domaine du spectacle, attention spoiler, on est très mal payé. Mais on y va, malgré tout, parce que on est heureux d'être dans un projet dans lequel on trouve du sens. Peut-être que c'est à peu près le même problème qu'on a dans un certain nombre de métiers, service public, etc., mais ça on en parlera après. Donc je disais, les jeunes, comment ils lisent l'engagement?
pas nécessairement comme nous, pas nécessairement comme les boomers et la génération X. Pour moi, encore une fois, l'engagement, c'était donner de soi, c'était donner de ma personne. Alors, les Y et les Z, les deux générations qui viennent après la mienne, ils ne lisent pas de la même manière. Pour eux, ils sont engagés à partir du moment où leurs valeurs sont en alignement, sont alignées avec les valeurs de leur entreprise. Et là, ils sont engagés. Et ce qui est amusant, c'est que si on lit les sociologues, c'est effectivement la définition que la sociologie nous donne de l'engagement. C'est l'alignement des valeurs. Et quand nous, notre génération, on a cette logique de dire on va se donner, on va s'abîmer, et puis c'est comme ça que je démontrerai mon engagement, je crois qu'on se trompe un tout petit peu. En tout cas, les jeunes, ils ont choisi. La génération Y et Z, elle a choisi. Elle est engagée à partir du moment où les valeurs qu'ils portent, que leur génération porte, que ils et elles portent individuellement, sont alignées avec celles de leur entreprise. Cette génération, elle demande du coup un rééquilibrage entre vie personnelle et vie professionnelle. Aller travailler le dimanche matin pour accueillir des spectateurs, ok. Équilibre, rétribution, contribution. Si je contribue à cet endroit-là, comment est-ce qu'on me rétribue? Salaire, c'est acceptable. Très bien, non, pas de salaire? Pourquoi d'autre? Vous proposez quoi? Crise du sentiment d'appartenance. Alors ce sentiment d'appartenance, il est essentiel et il est très fort dans notre secteur d'activité. Il est très fort dans notre secteur d'activité parce que pendant longtemps, on a dit qu'on appartenait tous à une grande famille. La grande famille du spectacle, vous avez forcément entendu ça. Et cette grande famille du spectacle, pendant la période Covid, elle a disparu. Elle a fait Gérard Majax. Attention, c'est une référence que tout le monde n'a pas. Dans la salle, Gérard Majax, bon. Cette grande famille du spectacle, pendant le Covid, elle a disparu. Elle s'est volatilisée. Les intermittents du spectacle, qui, encore une fois, représentent 66% des effectifs du secteur d'activité, ces intermittents du spectacle sont liés en général par le projet artistique. C'est ce qui les fait vivre. C'est ce pourquoi ils se sentent impliqués, appartenir à cette famille. Sauf que pendant près d'un an, il n'y a plus eu de projet. Donc il n'y a plus eu de famille. Et d'un seul coup, ils se sont rendus compte que leur famille à eux, leur vraie famille de sang, elle était toujours là. Et il y a eu je crois qu'il y a eu une vraie prise de distance à ce moment-là, qui est le point de départ de la crise de notre secteur d'activité. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu lorsque je suis allé interroger les personnes qui ont quitté le secteur d'activité, notamment les directeurs techniques, de dire moi je ne sais pas pourquoi j'ai donné autant. Moi je ne sais pas pourquoi j'ai donné autant à ces gens qui m'oublient le jour où il y a une crise. Crise de sens. Quel dernier point? Encore une fois, équilibre, rétribution, contribution. Ce qui rééquilibrait la balance, c'est le sens. On s'est investi dans un projet artistique, on s'est investi dans une famille de métiers dans laquelle on a un sentiment d'appartenance fort. Du jour au lendemain, avec le Covid, tout ça disparaît. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de sens. Et les jeunes, de leur côté, la question du sens, ils ne la voient pas nécessairement au même endroit. Vous avez vu peut-être dans Le Monde passer ces choses-là. Une enquête sur les 18-24 ans, enquête de sens. Eux aussi veulent du sens dans leur activité. Eux aussi veulent du sens et c'est leur moteur. Bien avant le salaire. L'intérêt du poste, le fait qu'il soit stimulant, 91% des interrogés estiment que c'est leur principal moteur. Oh tiens, c'est rigolo ça. Le fait d'être en CDI, pas du tout. Ça ne les intéresse absolument pas du tout. 91% estiment que l'intérêt du poste, le fait qu'il soit stimulant, c'est le plus important. Et quand on les interroge sur quel secteur d'activité est le plus porteur de sens, forcément il y a le spectacle. Ah non, pas du tout.
préservation de l'environnement, lutte contre le racisme et les discriminations, lutte contre les inégalités femmes-hommes. Le spectacle a disparu. On n'est plus un secteur porteur de sens pour les générations 18-24 ans. Donc ça y est, j'ai dressé un super portrait, tout à fait catastrophique. Allez, encore une petite stat là. Les jeunes sont prêts à prendre des risques, tout à fait. Pas de problème avec la précarité. Plutôt pour des ONG. Encore une fois, le secteur du spectacle n'est pas vraiment dedans. Donc on en est là. On en est à une crise managériale. On en est à une crise du modèle vocationnel. On fait comment Il n'y a plus de main-d'œuvre. Est-ce qu'on échange les techniciens qualifiés contre 500 bouteilles d'huile de tournesol? Bon, je trouve que c'est une bonne idée. Je ne vois pas tellement d'autres solutions. Si, on va quand même essayer d'en avancer quelques-unes. Les solutions qu'on propose pour avancer, pour faire face à cette situation dans le secteur du spectacle, elles ne sont pas tellement éloignées de celles qu'on propose dans d'autres secteurs d'activité. Le bâtiment a 15 ans d'avance sur nous. Parce que le bâtiment a été confronté à cette crise d'activité il y a 15 ans. Et une des solutions a été de soigner la qualité de vie et les conditions de travail. Et puis une deuxième solution peut-être, c'est de se réinterroger sur nos techniques de recrutement. Soigner la qualité de vie et les conditions de travail, ça ne veut pas dire mettre des baby-foot dans la salle de repos. À un moment, on a cru ça. Non. Soigner la qualité de vie et les conditions de travail, ça veut dire soigner 6 facteurs indépendants qui nécessiteront l'implication des directions et des managers. Ça veut dire soigner le contenu du travail. Ça veut dire s'interroger sur le contenu de chaque poste. Et aujourd'hui, il y a des savoir-faire qui vont disparaître dans notre secteur d'activité parce qu'on ne s'intéresse pas à cette question-là. Ça veut dire s'interroger sur la santé au travail, accompagner les salariés dans ce domaine-là, s'intéresser à leur bien-être. Ça veut dire s'intéresser aux compétences et au parcours professionnel. Aujourd'hui, et c'est notre OPCO, donc l'AFDAS qui gère les fonds de formation, nous dit que les fonds de formation ne sont pas consommés. Parce qu'encore une fois, on ne s'intéresse pas à la manière dont on forme les salariés dans ce secteur d'activité. L'égalité professionnelle pour tous, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on s'interroge. Alors le secteur du spectacle a l'air très à la pointe sur les questions d'égalité femmes-hommes, mais au-delà de l'égalité femmes-hommes, l'égalité professionnelle pour tous implique de mettre fin, je crois, à l'entre-soi. Et on y est très exposé dans le secteur du spectacle. Pourquoi on y est très exposé à l'entre-soi ? D'abord parce qu'on a une culture métier qui est très forte. C'est-à-dire que on a nos héros, on a nos héros, Malraux, je dis n'importe quoi, on a Pina Bausch, on a nos héros, voilà. Et on a nos rituels. On a également notre histoire. Et tout ça fait qu'on est un petit milieu comme ça, à se connaître et à se reconnaître dans ces rituels, dans cette histoire et dans ces héros. Et on est un tout petit peu excluant, je crois. Vous aurez senti l'ironie dans le un tout petit peu excluant. Mais j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet après. Soigner le management, soigner le participatif, faire en sorte que le projet soit partagé et non pas qu'il descende d'une direction qui a été nommée dans un lieu vers les salariés, qu'il soit partagé par tous. Soigner les relations de travail et le climat social. Et c'est en travaillant sur ces 6 facteurs qu'on arrivera sans doute à être un secteur un tout petit peu plus attractif. Oublier le recrutement par la cooptation, et c'est la deuxième piste que je vois de mon côté.
à savoir travailler sur de nouvelles façons pour recruter. Encore une fois, je pense qu'on a facilement 15 ans de retard sur ces questions-là. Comment on recrute dans le secteur du spectacle? Par le carnet d'adresse. Alors attention, référence un tout petit peu vieille, 98, mais tellement caricaturale que je ne pouvais pas m'empêcher de vous la mettre. Les techniciens du spectacle ont conscience d'appartenir à une même famille héritière des traditions de l'artisanat corporatif, avec des règles implicites. Aujourd'hui encore, l'entrée dans la profession ressemble à un parcours initiatique. C'est au cours d'une sorte de compagnonnage sous tutelle d'un technicien expérimenté que le postulant va adapter au milieu du spectacle son savoir-faire. À l'issue de cette formation sur le terrain, il fera alors partie de l'équipe, à condition d'avoir été accepté par le système et de souhaiter y rester. C'est risible. Alors, ça c'était en 98. Alors, on parlait de parcours initiatique, tout ça. Là, on en est à se dire, mais venez copains, on n'arrive plus à trouver des gens pour bosser. Celle-ci est beaucoup plus récente, mais vous verrez qu'on n'est pas très loin. Plusieurs entrées dans le métier sont possibles, ainsi chaque technicien aura un itinéraire différent. Certains arrivent par la formation, d'autres par l'opportunité, etc., etc. Comment on recrute dans ce secteur? On recrute par cooptation. On connaît quelqu'un qui peut vous introduire auprès d'eux. Sauf qu'aujourd'hui, le carnet d'adresses ne suffit plus. Et d'un seul coup, toutes les personnes qui recrutent sont perdues. Comment on fait? Comment font les autres secteurs? Alors, les autres secteurs, ils ont inventé 2-3 choses depuis une vingtaine d'années, notamment la marque employeur. Ce sont des techniques de marketing, tout simplement, pour pouvoir recruter du personnel en affichant les valeurs qu'on porte, en affichant le mode de fonctionnement de sa maison, en se montrant, c'est vrai aussi, un peu sous son meilleur jour. Mais entre une espèce de marketing à tout crin, qui est sans doute pas très glorieux, et nos techniques à nous, antédiluviennes de recrutement par cooptation, il y a peut-être un milieu à trouver. Et aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé. Alors, quelles leçons, et j'en arrive à ma conclusion, quelles leçons en tirer pour les autres secteurs d'activité? Alors déjà, et on l'a vu à travers les stats, la permanence, elle ne fait plus rêver. Notre secteur d'activité ne recrute pas en CDI, ne parvient plus à recruter en CDI. Les postes en CDI, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la petite phrase de M. Monnier du Théâtre National de Strasbourg, les postes qui sont en concurrence avec l'intermittence du spectacle, on ne trouve personne. Parce que les générations X et Y, et on l'a vu précédemment, ne sont pas attirés par la permanence. Ils ne sont pas attirés par la permanence pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils ont l'impression fausse, je précise, et qu'en CDD, on n'est plus libre. Un CDI, vous pouvez démissionner. Un CDD, vous ne pouvez pas. Malgré tout, il y a cette idée. Il y a cette idée que le CDD vous rend plus libre. Et les générations Y et Z sont attachées à cet élément-là, sont attachées à cette liberté. La deuxième chose, c'est qu'ils sont très attachés à la progression de leurs compétences. Et ils ont la sensation qu'à rester trop longtemps sur un poste, on plafonne et on ne permet pas aux compétences de progresser. Sans quoi, ils ne sont pas nécessairement torts. Un élément sur lequel il faut pouvoir agir. Le turnover aujourd'hui, sur les 18-24 ans, le turnover moyen, il est de 3 ans sur les postes de non-cadre, de 4 ans sur les postes de cadre. Donc la permanence ne fait plus rêver, ce qui signifie que quand notre secteur d'activité travaille encore sur des logiques de recrutement pour des postes avec une volonté, par exemple, d'avoir un salarié qui va rester et qui va s'investir 8, 9, 10 ans, bah peut-être qu'il se trompe, parce qu'il est en train de chercher quelque chose qui n'existera plus. Et peut-être que c'est également vrai dans les autres secteurs d'activité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut travailler? Sans doute en faisant en sorte de pouvoir recruter très vite, donc d'avoir de moins de périodes de postes à vide,
Et surtout, de pouvoir avoir quelqu'un qui soit très vite opérationnel. Donc ça veut dire de l'accompagner sur quelque chose, encore une fois, désolé pour l'anglicisme, qu'on va appeler dans d'autres secteurs d'activité, l'onboarding. Comment on accompagne les salariés, onboarding, bienvenue à bord. Comment on accompagne les salariés à prendre très vite une place où ils sont à l'aise dans l'entreprise. Deuxième leçon peut-être, l'engagement se vit différemment pour les jeunes générations. N'attendons plus, et sincèrement, je ne vais pas verser une larme là-dessus, n'attendons plus, on s'abîme au travail. C'est pas comme ça aujourd'hui qu'on définit l'engagement. C'est pas comme ça qu'on prouve qu'on est engagé. On est engagé, encore une fois, lecture de la jeune génération, on est engagé à partir du moment où les valeurs de l'entreprise sont en alignement avec celles qu'on porte. Et puis enfin, et j'insiste beaucoup là-dessus, repenser l'équilibre rétribution-contribution. On demande beaucoup, bon, on va donner beaucoup, reste à savoir qu'est-ce qu'on donne. Les caisses sont vides dans les services publics, les caisses sont vides dans beaucoup de maisons de la culture. Bon bah très bien, donc on donne moins, donc peut-être qu'il faut qu'on demande moins. En tout cas cet équilibre, il est très fort, et il faut le repenser comme ça. Et puis j'en viens à vous interroger et à vous remercier pour votre attention. Mais comment on fait maintenant? Comment on sauve l'emploi culturel? Comment on sauve nos théâtres qui sont vides? Pas par le public. Là, la fréquentation reprend. Mais dans les bureaux, il y a de moins en moins de monde. Comment on sauve le spectacle vivant? Voilà, c'est à vous. Ça, c'est vous, là, c'est Superman. J'ouvre donc les questions et puis le débat et vos contributions. Merci encore pour votre attention. Prise de parole. Oui, je veux bien. Merci beaucoup. De ce que je sais, par mon fils qui travaille, moi je ne travaille plus, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser l'entreprise de spectacle parce que en France, on a l'impression que beaucoup d'entreprises sont dans des situations catastrophiques. Du point de vue de l'organisation, du point de vue du respect des gens, sans parler des salaires, mais ça, peu importe, mais il y a un mépris du travail accompli, une incapacité de juger le travail accompli parce qu'il est un peu technique et ceux qui dirigent ne sont plus du tout dans le coup en fait. Donc ceux qui dirigent sont des comptables dans le meilleur des cas et ils ne sont pas du tout en capacité d'estimer le travail accompli. Et à mon avis, donc le spectacle au même niveau que tout le reste, quoi. Merci. La crise de la reconnaissance, elle est très forte. Elle est très fortement exprimée dans le Big Quit. Vraiment, pourquoi on part de son entreprise? Parce qu'on n'est pas reconnu, parce que notre travail n'est pas reconnu. Et effectivement, il y aura beaucoup à travailler à cet endroit-là. Je crois que le problème de reconnaissance, il vient aussi d'en haut, je crois. Il vient aussi des directeurs et des directrices. Ce qu'on attend en termes de bénéfices symboliques dans le secteur du spectacle, c'est-à-dire ce qui est important pour les collaborateurs, c'est un remerciement sincère pour la qualité de leur travail, non pas du manager, non pas du chef de service, non pas du directeur administratif, mais de l'artiste à la tête du théâtre, de l'artiste à la tête de la compagnie. On n'a absolument pas le même poids quand c'est le directeur administratif d'un festival qui vous parle. Vous pouvez dire merci à un collaborateur très sincèrement. Ça n'aura absolument pas le même poids que si ça vient du directeur artistique
qui a une aura, qui a une forme de leadership, qui a ce truc en plus, qui fait que quand il dit merci à quelqu'un, sincèrement, et qu'il le fait correctement, ça s'apprend pour le compte. Là, pour le compte, la balance rétribution-contribution, elle se rééquilibre, sincèrement. Pourquoi je dis que ça s'apprend, la reconnaissance ? Parce qu'il y a 4 niveaux de reconnaissance, et le premier niveau, c'est celui qui est parfois oublié par ces grandes dames et ces grands hommes. C'est la reconnaissance personnelle, c'est-à-dire savoir avec qui on travaille. Pour l'avoir vécu, alors pas aux Nuits de Fourvière, mais pour l'avoir entendu beaucoup, les présentations de saison où le directeur ou la directrice dit et merci à toute l'équipe. S'il n'a pas une connaissance personnelle et fine des personnes à qui il s'adresse, c'est inutile. C'est-à-dire que dans ce genre de moment, vous pouvez entendre quelqu'un qui est derrière vous et qui dit « il me remercie, il ne sait même pas qui je suis ». Il m'a croisé dans l'ascenseur et il ne me connaît pas mon prénom. Le niveau de la reconnaissance, elle est essentielle dans notre secteur d'activité. Et elle va passer par là aussi. Par le fait que les directeurs de théâtre et les directrices de théâtre et les metteurs en scène de compagnie passent un peu de temps avec les gens avec qui ils bossent et leur donnent des vrais signes, je crois, d'attention et s'intéressent à leur travail, je crois aussi. Je ne sais pas si j'ai dans le même sens que vous, mais en tout cas, voilà, point de vue personnel. Je vais rajouter quelque chose par rapport à ça, qui est une histoire vraie. Donc moi j'assume, j'ai travaillé donc 16 ans avec Dominique Delorme, qui est le directeur du Festival des Nuits Fourvières. J'ai une carte au fan club de ce mec-là, qui est un type absolument formidable. Et pendant la crise de l'intermittence du spectacle en 2014, il n'y a pas eu de grève à Fourvière. Et le ministre de la Culture, c'est une histoire vraie puisque j'étais dans le bureau du directeur à ce moment-là quand ça s'est passé. Le ministre de la Culture a appelé le directeur à ce moment-là. Le secrétaire lui dit « c'est la ministre de la Culture, pousse à moi ». Et la ministre de la Culture, pardon pour le micro, et la ministre de la Culture lui pose la question « comment vous faites ?» Ce à quoi il a eu cette réponse admirable, je trouve. Il a dit « j'ai pas attendu qu'on soit en grève dans le pays pour connaître le prénom de tous les gens avec qui je travaille. » Ce qui est vrai. Et je crois que ça fait partie des clés, des vraies clés sur lesquelles on peut travailler assez facilement dans notre secteur d'activité. C'est la proximité. Merci. Une question ? Vous évoquez surtout le rôle du directeur ou des directrices, mais est-ce que justement c'est pas principalement axé cette crise sur ce modèle d'évocation et la peur du lendemain, les valeurs qui du coup s'appliquent pas dans le spectacle vivant tel que les voient les jeunes d'aujourd'hui? Parce que là, vous avez axé surtout sur le manager. Alors certes, effectivement, on peut le ressentir, mais est-ce qu'il n'y a pas justement du côté des personnes qui souhaitent embrasser ces carrières-là, le fait de dire bah non, finalement le spectacle c'est pas pour moi ou plus pour moi et je préfère me consacrer à d'autres métiers? Je crois que le sens, en fait, les Y et les Z, ils le voient plutôt du côté de l'environnement. Moi, quand j'ai commencé dans le secteur du spectacle en 98, et je pense que je peux parler pour toutes les personnes de ma génération, et sans doute celles d'avant, on avait l'impression qu'on allait changer le monde, en fait. On parlait encore du supplément d'âme. Pourquoi tu vas travailler dans le spectacle? Le supplément d'âme. C'était politique. On y va parce que on va réveiller les consciences. Aujourd'hui, c'est plus du tout entendable, ce discours-là. Face aux autres enjeux, c'est compliqué de pouvoir le tenir. En tout cas, on le voit bien avec les stats. Aujourd'hui, il a disparu du paysage. Donc, je crois qu'on va avoir une vraie difficulté à cet endroit-là. Donc, il faut aller, encore une fois, raconter notre secteur d'activité différemment.
à mon sens, il faut aller dire qu'on a encore un rôle à jouer à cet endroit-là. Et il faut le dire d'une manière où on arrivera à être audible, c'est-à-dire en étant inclusif. Là-dessus, il y a du boulot. Il faut quand même pas oublier qu'à un moment, pendant la crise du Covid, on a dit que les intermittents du spectacle, tout ça c'était non essentiel. On les a traînés, ils n'existaient plus, on n'en parlait plus. On pouvait vivre sans eux. Merci beaucoup, j'allais oublier de le dire. Alors ça c'est ressorti dans toutes les interviews que j'ai faites. Toutes, sans aucune exception. Alors moi, il y a deux choses qui sont intervenues. Encore une fois, vraiment merci, j'avais oublié. Il y a deux choses qui sont revenues systématiquement dans toutes les interviews que j'ai faites de directeurs techniques qui quittaient le secteur d'activité. C'était la perte de sens. Je ne sais plus pourquoi je fais ce métier. Je ne vois plus le sens. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, on m'a bien expliqué que je n'étais pas essentiel. C'est ressorti dans toutes les questions, dans toutes les interviews. La semaine dernière, à Nantes, il y avait un gros raout du secteur qui s'appelle la Biennale internationale du spectacle. 180 conférences, il y a vraiment tout le secteur d'activité. Et c'est encore dans la tête de tout le monde. De toute façon, on est non essentiel. Aujourd'hui, le secteur d'activité, il est ballotté par la baisse des subventions, la crise énergétique, les difficultés d'attractivité. Et derrière, on dit très vite, on balaye tout ça en disant mais de toute façon, quelle importance, on est non essentiel. Donc oui, on porte tout ça. On porte tout ça. Malgré tout, on va rester un peu positif. Hein. Malgré tout, on a des choses à faire valoir dans ce secteur d'activité non essentiel. C'est un chouette secteur d'activité et encore une fois, on a quelques atouts quand même. On a quelques atouts, on a un truc qui nous lie tous, qui est hyper fort, qui est le lever de rideau. Et quand un lever de rideau est en danger dans un théâtre ou dans une compagnie, étrangement, on est tous là, quels que soient les métiers. Et ça, les autres secteurs d'activité nous regardent vraiment avec des grands yeux, en disant mais je ne sais pas comment on fait pour avoir cette cohésion à ce moment-là, dans les moments de crise, on est tous au même endroit. D'ailleurs, vous l'aurez vu, sur les questions de grève intermittent du spectacle, en général, quand il y a des grèves d'intermittents du spectacle, les syndicats d'employeurs appellent à faire grève. Ce qui est quand même assez particulier. Et c'est un des éléments qui, je crois, rendent ce secteur un peu particulier et assez magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, est-ce que vous voyez d'autres axes pour faire en sorte que notre secteur soit plus attractif? Est-ce qu'il faudrait faire évoluer le statut d'intermittent? Justement, est-ce que ça n'a pas nuit justement la vocation, le fait de revoir le statut d'intermittent les dernières années passées? Alors pour le compte, il a évolué dans le bon sens, le statut, le régime de l'intermittence. Le régime de l'intermittence qui est un régime d'assurance chômage, pour faire très clair. Pour être très clair, le régime de l'assurance chômage de l'intermittence du spectacle, dans les dernières années, il a évolué dans le sens qui était le sens demandé par les salariés, par les intermittents. Récemment, on me posait cette question quand on parlait d'attractivité et qu'on disait on est dans une difficulté parce que les métiers permanents sont en concurrence avec l'intermittence du spectacle et une génération qui a plutôt envie de se passer de la permanence. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le régime de l'intermittence à cet endroit-là? Ce à quoi je répondais, on ne sait plus faire fonctionner nos théâtres. On ne sait plus faire fonctionner nos compagnies, on ne sait plus faire fonctionner nos théâtres. C'est terminé. Un spectacle, c'est des pics d'activité. C'est-à-dire qu'au moment du montage, il y aura besoin de beaucoup de monde. Pendant le jeu, il y aura besoin d'un peu moins. Et puis en démontage, il y aura besoin d'un peu plus de monde. Et puis après, il y a une période de création pour les compagnies où là, il n'y a besoin de plus personne. Et puis d'un seul coup, il y aura besoin à nouveau d'un volume d'emploi important.
L'intermittence du spectacle, il sert ça en fait, il sert cette flexibilité-là. Et si demain on nous dit, ben non, l'intermittence ça n'existe plus, passer par les intérims, on ne sait plus faire fonctionner nos maisons. Donc je pense que ce n'est pas une solution viable de toute façon. Aujourd'hui, le système il est construit comme ça. Donc il faut y aller avec, parce qu'on ne pourra pas le remettre en cause. Est-ce qu'il y a d'autres prises de position ? Donc dans ces moments-là en clôture, il y a une main qui se lève là. Vous avez parlé d'inclusion et puis de mode participatif. Est-ce que vous voulez inclure davantage la population dans certains spectacles, faire participer davantage le citoyen? Alors l'inclusion, je le voyais plutôt sur la question de l'attractivité et du recrutement. Je pense qu'encore une fois, on souffre beaucoup d'entre-soi dans ce secteur d'activité. Globalement, on vient tous plutôt de milieux aisés, on est tous plutôt très armés en termes de diplômes. Il y a une surreprésentation des Bac plus 5 dans le secteur du spectacle. En tout cas, sur la partie administrative, sur une des parties sur lesquelles on a le plus de mal aujourd'hui à recruter, il va peut-être falloir qu'on revoie tout ça, qu'on sache s'adresser à d'autres milieux sociaux, ça me semble essentiel. Maintenant, sur la participation aux œuvres, si c'était vraiment la question, alors aujourd'hui, c'est une des grandes tendances des nouveaux metteurs en scène, des nouvelles metteuses en scène. C'est une des grandes tendances des nouveaux directeurs et directrices de lieux de théâtre, et ça participe de quelque chose qu'on appelle les droits culturels. Bon, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec cette notion-là. Les droits culturels, c'est l'idée selon laquelle ce qui se passe sur les plateaux ne peut pas appartenir à une caste de personnes lettrées, Bac plus 5 encore une fois, milieu aisé, et que chacun devrait pouvoir dire moi je veux voir ça sur un plateau. Alors c'est une vraie tendance. Aujourd'hui on a des théâtres qui se structurent autour de ces idées-là, mais c'est un peu le début. Et je ne suis pas persuadé qu'en tout cas pour d'autres problématiques ça résolve vraiment les choses. Clôture dans ces moments-là. C'est moi. Très bien, donc je vais vous chanter une petite chanson de clôture. Bon. Non, je vous remercie du coup pour votre attention, vos questions, et puis j'espère que vous êtes des fidèles spectateurs de spectacles vivants. Si c'est pas le cas, il se passe des choses absolument magnifiques dans votre théâtre du Velin. Donc surtout, j'espère que voilà, vous y allez, vous y êtes intéressés. Et merci encore. Bonne soirée.